Chapitre 2. Le nouveau. De nombreuses légendes courent sur Preneur. L'Autrilien qui fit de Castelser le premier duché et fonda la lignée royale. L'une d'elles veut que le voyage qu'il y amena fut le premier, et le seul qu'il fit loin du rude climat de son île natale. On dit qu'en apercevant les fortifications de bois de Castelser, il déclara « Si j'y trouve un feu et un repas, je n'en repars plus. » Il les y trouva, et n'en repartit plus. Mais la rumeur familiale affirme que c'était un piètre marin que rendaient malades les mouvements de la mer et les rations de poissons salés dont se nourrissaient les autres Autriliens. Que son équipage et lui étaient restés plusieurs jours égarés sur les eaux, et que s'il n'avait pas réussi à s'emparer de Castelser, ses propres hommes l'auraient jeté par-dessus bord. Pourtant, l'antique tapisserie de la grand-salle le montre sous les traits d'un loup de mer musculeux, un sourire carnassier aux lèvres, installé à la proue de son navire que ses rameurs entraînent vers un Castelser archaïque, tout en rondins et en pierre mal équarrie. À l'origine, Castelser était une position facile à tenir sur un cours d'eau navigable, à l'entrée d'une baie pourvue d'un excellent mouillage. Un chef local, dont le nom se perd dans les brumes de l'histoire, vit la possibilité de contrôler le commerce qui transitait par le fleuve et fit bâtir la première place forte, sous prétexte de défendre le fleuve et la baie contre les pillards autriliens qui venaient chaque été en mettre les rives à sac. Mais c'était sans compter sur les pirates. Ils infiltrèrent ces fortifications par traîtrise. Les tours et les murailles devinrent leur pied-à-terre. Ils déplacèrent leur saccage et leur domination en amont du fleuve, dont ils rebâtirent le fort de bois en donjon et enceinte de pierre taillée, faisant de Castelser le cœur du premier duché, et ultérieurement la capitale du royaume des Six. La maison régnante des 6 duchés, les loin-voyants, descendait de ces Autriliens. Plusieurs générations durant, ils avaient conservé des liens avec eux, organisé des voyages à but d'alliance, dont ils revenaient avec des épouses brunes et potelées, issues de leur propre peuple. Ainsi, le sang des Autriliens demeurait vigoureux dans les lignées royales et les maisons nobles, et produisait des enfants noirs de poil, aux yeux sombres et aux membres courts et musculeux. De pair avec ces attributs allait une prédisposition à l'art, de même qu'à tous les dangers et toutes les faiblesses que charriait un tel sang. J'ai eu ma part de cet héritage, moi aussi. Mais ma première impression de Castelser n'eut rien à voir avec l'histoire, ni avec mon héritage. Je n'y vis que le point final d'un voyage, un panorama rempli de bruit, de gens, de charrettes, de chiens, de bâtiments et de rues tortueuses, qui menait à une immense forteresse de pierre dressée sur les falaises, au pied desquelles se nichait la ville. La monture de Buric était fatiguée et dérapait sur les pavés des rues, souvent glissants. Je m'accrochais opiniâtrement à Buric, trop épuisé, trop endolori même pour me plaindre. Je tendis une fois le cou pour contempler les hautes tours grises et les murailles de la citadelle qui nous surplombaient. Malgré la tiédeur, étrange pour moi, de la brise marine, elle me parut froide et rébarbative. Je laissai retomber mon front contre le dos de Buric et me sentis mal en respirant les effluves iodés et fétides de l'immense étendue d'eau. Et c'est ainsi que j'arrivai à Castelser. Les quartiers de Buric se trouvaient derrière les étables, non loin des écuries. Ce fut là qu'il m'emmena, en même temps que les chiens et le faucon de chevalerie. Il s'occupa d'abord du rapace, tristement dépenaillé à l'issue du voyage. Tout heureux d'être à la maison, les chiens débordaient d'une énergie sans limite, pénible à supporter pour quelqu'un d'aussi fatigué que moi. Fouineau me renversa 5 ou 6 fois, avant que je ne parvienne à enfoncer dans son crâne épais de matin que j'étais éreinté, à moitié au bord de la nausée, et pas du tout d'humeur folâtre. Il réagit comme n'importe quel chiot, en se mettant en quête de ses anciens compagnons de portée, et se lança aussitôt avec l'un d'eux dans un combat mi-figue, mi-raisin, auquel un coup de gueule de Buric mit rapidement fin. Il était peut-être au service de chevalerie, mais à Castelser, c'était le maître des chiens, des faucons et des chevaux. Après avoir soigné ses animaux, il entreprit une tournée d'inspection des écuries, prenant note de ce qui avait ou n'avait pas été fait en son absence. Lades, palefreniers et fauconniers apparaissaient comme par magie pour défendre leurs fonctions contre toute critique. Je trottinais sur ses talons aussi longtemps que je le pus. Ce ne fut que lorsque je renonçai enfin et m'affalais
épuisé sur un tas de paille qu'il parut remarquer ma présence. Une expression d'agacement, puis de profonde lassitude passa sur ses traits. « Cobb, viens voir un peu. Emmène le petit Fitz aux cuisines, fais-lui donner à manger et ramène-le ensuite dans mes quartiers. » Cobb était un garçon de chenil courteau, brun de peau, qui venait de se faire féliciter pour la propreté d'une litière sur laquelle une chienne avait mis bas pendant l'absence de Burick, et qui jouissait visiblement de cette approbation. Mais alors son sourire se fit hésitant, et il me regarda d'un air dubitatif. Nous nous dévisageâmes l'un l'autre, tandis que Burick continuait d'avancer le long des boxes, entouré d'assistants inquiets. Enfin le garçon haussa les épaules, et s'accroupit à demi devant moi. « Alors, on a faim, Fitz? Tu veux qu'on te dégote quelque chose à grignoter ?» demanda-t-il en guise d'invitation, exactement du même ton cajoleur qu'il employait pour appeler les chiots afin de les montrer à Burick. J'acquiesçai, soulagé qu'il n'en attende pas davantage de moi que d'un bébé chien, et je le suivis. Il se retournait fréquemment pour s'assurer que je restais bien à sa hauteur. À peine eûmes-nous quitté les écuries que Fouineau vint me retrouver en gambadant. L'évidente affection que me portait le chien me fit monter dans l'estime de Cobb, et il continua de s'adresser à nous deux par phrases brèves et encourageantes. « C'est par là pour manger. Allons, venez. Non, t'en vas pas renifler ce chat, toi. Allez, avancez, c'est bien, vous êtes braves. » Les écuries étaient déjà fort animées, entre les hommes de vérité qui installaient leurs chevaux et rangeaient leur attirail, et Burick, qui trouvait à redire sur tout ce qui n'avait pas été fait selon ses critères, pendant qu'il avait le dos tourné. Mais à mesure que nous nous approchions de la forteresse intérieure, la circulation piétonnière ne cessait d'augmenter. Des gens nous frôlaient constamment, occupés à toutes sortes de tâches. Un garçon qui portait une énorme tranche de jambon fumé sur l'épaule, un groupe de jeunes filles qui gloussaient à qui mieux, les bras chargés de roseaux et de branches de bruyère à étaler par terre, un vieil homme renfrogné qui transportait un panier de poissons très sautant, et 3 jeunes femmes, en livrée de bouffon, avec la coiffe à clochette, dont les voix sonnaient aussi gaiement que leurs grelots. Mon nez m'informa que nous approchions des cuisines, mais la circulation augmentait en proportion, et quand nous parvînmes enfin devant une certaine porte, c'était une véritable foule qui ne cessait d'entrer et sortir. Cobb s'arrêta, et Fouineau et moi fîmes halte derrière lui, nez et truffe au vent. Il considéra la presse à la porte et fronça les sourcils. « C'est plein là-dedans. Tout le monde se prépare pour le banquet d'accueil de ce soir en l'honneur de Vérité et de Royal. Tous les grands du pays sont venus exprès à Castelserre. La nouvelle que Chevalerie laissait tomber le trône n'a pas tardé à se répandre. Tous les ducs sont là. Eux ou un de leurs représentants pour en discuter. Il paraît même que les Kiurda ont envoyé quelqu'un pour veiller à ce que les traités que Chevalerie a signés soient honorés, même s'il ne veut plus d'eux. » Il s'interrompit, l'air gêné. Mais j'ignore si c'est parce qu'il s'était rendu compte qu'il parlait de mon père, au responsable de son abdication, ou qu'il s'adressait à un chien et à un gamin de 6 ans comme s'il possédait une quelconque intelligence. Il jeta un coup d'œil autour de lui comme pour évaluer la situation. « Attendez-moi ici, » dit-il enfin. « Je vais me glisser là-dedans pour vous rapporter quelque chose. Je risque moins de me faire marcher dessus, ou de me faire piquer. Restez là. » Et il renforça son ordre d'un geste ferme de la main. Je me reculai contre un mur, et m'accroupis à l'écart de la cohue. Fouineau s'assit sagement à mes côtés. Sous mes yeux admiratifs, Cobb s'approcha de la porte et se faufila comme une anguille entre les gens agglutinés. Cobb disparut. Je reportai mon attention sur la foule. En majorité passaient devant nous des gens de maison et des cuisiniers, auxquels se mêlaient çà et là des ménestrels, des marchands et des livreurs. J'observais leurs allées et venues avec une curiosité lasse. J'en avais déjà trop vu dans la journée pour leur trouver grand intérêt. Presque plus qu'à manger, je désirais un coin tranquille, loin de tout ce remue-ménage. Je m'assis carrément par terre, adossé au mur chaud de soleil de la citadelle, et appuyai mon front sur mes genoux. Fouineau vint se coller contre moi. La querette du chiot frappant le sol m'éveilla. Je levai le nez et découvris une paire de hautes bottes marron devant moi. Mes yeux remontèrent le long d'une culotte de cuir grossier, puis d'une chemise de laine rude, pour s'arrêter sur un visage orné d'une barbe poivre et sel hirsute. L'homme qui me regardait portait un tonnelet sur l'épaule. « C'est toi le bâtard, hein ?» J'avais assez souvent entendu le terme pour savoir qu'il me désignait, sans en saisir néanmoins tout le sens. J'acquiesçai lentement. L'intérêt illumina les traits de l'homme.
« Hé !» s'écria-t-il, s'adressant non plus à moi mais à la cantonade. « C'est le bâtard! Le bâtard à chevalerie, droit comme un i! C'est qu'il y ressemble, vous trouvez pas? C'est qui ta mère, petit ?» Il faut reconnaître aux passants qu'ils continuèrent leur chemin sans jeter plus qu'un regard curieux à l'enfant de 6 ans assis au pied du mur. Mais la question de l'homme au tonnelet était manifestement très intéressante, car plus d'une tête se tourna vers nous, et plusieurs marchands qui sortaient des cuisines s'approchèrent pour entendre la réponse. Malheureusement, je n'en avais pas. Ma mère, c'était maman, et tout ce que j'avais pu savoir d'elle s'estompait déjà. Je gardais donc le silence, et me contentais de dévisager l'homme. « Bon alors, c'est quoi ton nom ?» Et s'adressant à l'assistance, il dit du ton de la confidence. « Pareil qu'il en a pas. Pas de nom royal de haute volée pour le modeler, même pas un nom de ménage pour le gronder. C'est vrai, petit? T'as un nom ?» La troupe de badauds croissait. Il y avait de la pitié dans les yeux de certains, mais nul ne s'interposa. Fouineau capta une partie de ce que je ressentais. Il se laissa tomber sur le flanc et exposa son ventre, dans une attitude suppliante tout en battant de la queue, selon l'antique signal canin qui signifie toujours « Je ne suis qu'un chiot, je ne peux pas me défendre, soyez indulgents ». Si ces gens avaient été des chiens, ils m'auraient reniflé sous toutes les coutures, puis se seraient retirés. Mais les humains n'ont pas ce sens inné du respect. Aussi, sans réponse de ma part, l'homme s'approcha d'un pas et répéta « T'as un nom, petit ?» Je me levai lentement, et le mur jusque-là chaud à mon dos devint un obstacle glacé qui empêchait toute retraite. À mes pieds, Fouineau se tortillait dans la poussière et poussa un gémissement implorant. « Non », dis-je à mi-voix. Quand l'homme fit mine de se pencher pour mieux m'entendre, je hurlai. « Non !» Et je le repoussai, tout en m'éloignant comme un crabe le long de la muraille. Je vis l'homme reculer en chancelant et lâcher son tonnelet qui éclata sur le pavé. Nul dans la foule n'avait compris ce qui s'était passé. Moi non plus. Pour la plupart, les gens éclatèrent de rire au spectacle d'un homme fait, lâchant pied devant un enfant. De ce moment, ma réputation de mauvais caractère et de courage fut faite, car avant le crépuscule, l'histoire du bâtard, qui avait tenu tête à son tourmenteur, avait fait le tour de la ville. Fouineau se remit sur pattes et s'enfuit avec moi. Du coin de l'œil, j'aperçus Cobb qui émergeait des cuisines, des parts de tarte à la main, et qui nous regardait nous sauver d'un air ahuri. Si ça avait été Burick, je me serais sans doute arrêté pour me placer sous sa protection. Mais ce n'était pas le cas, et je continuais de t'étaler, laissant Fouineau me guider. Nous plongeâmes dans la cohue de serviteurs, petit garçon quelconque et son chien, en train de galoper dans la cour, et Fouineau m'emmena dans ce qu'il considérait à l'évidence comme le refuge le plus sûr du monde. À l'écart des cuisines et de la forteresse, Renard avait creusé un trou sous l'angle d'une dépendance branlante où l'on stockait des sacs de pois et de haricots. C'est là que Fouineau était né, au mépris de la volonté de Burick, et qu'elle avait réussi à cacher ses chiots pendant presque 3 jours. Burick en personne avait fini par la dénicher, et son odeur était la première odeur humaine que Fouineau se rappelait. Passé l'entrée fort étroite, je me retrouvai dans un antre chaud, sec et à demi obscur. Fouineau se pelotonna contre moi, et je passai mon bras autour de lui. Bien dissimulé, je sentis mon cœur se remettre de sa chamade, et de l'apaisement, nous glissâmes dans le sommeil profond et sans rêve, réservé aux chauds après-midi de printemps et aux petits chiens. Je me réveillai en frissonnant des heures plus tard. Il faisait complètement noir, et, en ce début de printemps, la vague tiédeur de la journée avait disparu. Fouineau s'éveilla aussitôt, et nous nous extirpâmes tant bien que mal de notre retraite. Un grand ciel nocturne s'étendait au-dessus de Castelserre, piqueté d'étoiles brillantes et froides. Les effluves de la baie étaient plus forts, comme si les odeurs diurnes des hommes, des chevaux et des cuisines n'étaient que temporaires et devaient succomber chaque soir au pouvoir de l'océan. Nous suivîmes des allées désertes, traversâmes des enclos d'entraînement et longeâmes des entrepôts à grains et des presses à vin. Rien ne bougeait, tout était silencieux.
À mesure que nous nous approchions de la forteresse intérieure, pourtant, j'apercevais des torches, encore allumées, et distinguais des éclats de voix. Mais l'ensemble paraissait morne, dernier vestige d'une fête qui se mourait avant que l'aube vienne illuminer les cieux. Nous contournâmes largement le bâtiment. Nous avions une autre comptant de cohue. Je me retrouvais à suivre Fouineau en direction des écuries. Arrivé non loin des portes, je me demandais comment nous allions les franchir. Mais Fouineau se mit soudain à remuer violemment la queue, et même mon piètre odorat repéra le fumet de Buric dans le noir. Il se leva de la caisse en bois sur laquelle il était assis près de la porte. « Vous voilà !» dit-il d'un ton apaisant. « Eh bien, venez, suivez-moi. » Et il ouvrit les lourdes portes et nous précéda à l'intérieur. Dans l'obscurité, nous passâmes devant des rangées de box, devant des palefreniers et des harnacheurs installés là pour la nuit, puis devant nos propres chevaux, nos chiens et les garçons d'écurie qui dormaient parmi eux, avant d'arriver enfin à un escalier qui montait le long du mur, séparant les écuries des quartiers d'habitation attenants. Nous gravîmes les marches grinçantes, et Buric ouvrit une nouvelle porte. La faible lumière jaunâtre d'une bougie qui dégouttait sur une table m'éblouit un instant. Nous suivîmes Buric dans une pièce mansardée où se mêlaient son odeur et celle du cuir, des huiles, des onguents et des simples qui faisaient partie de son métier. Il rabattit fermement la porte derrière nous, et comme il passait devant nous pour allumer une nouvelle bougie à celle qui agonisait sur la table, je sentis sur lui le parfum du vin. La lumière augmenta et Buric s'assit sur un siège de bois près de la table. Il paraissait différent avec ses habits de tissu fin, brun et jaune, et sa chaînette d'argent en travers du pourpoint. Il posa une main sur son genou, la paume levée, et Fouineau vint aussitôt près de lui. Buric lui gratta ses oreilles pendantes, puis lui tapota affectueusement les flancs, en faisant la grimace devant la poussière qui s'éleva de son pelage. « Vous faites une belle paire tous les deux, » dit-il en s'adressant davantage au chiot qu'à moi-même. « Regardez-vous, crasseux comme des mendiants. Pour toi, j'ai menti à mon roi aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie. J'ai l'impression que la disgrâce de Sire Chevalerie va me couler, moi aussi. Je lui ai dit que tu avais fait ta toilette, que ton voyage t'avait épuisé et que tu dormais. Il n'était pas content de devoir attendre pour te voir, mais heureusement pour nous, il avait des affaires urgentes à régler. L'abdication de Sire Chevalerie met pas mal de seigneurs dans tous leurs états. Certains y voient l'occasion de pousser leur avantage, et d'autres grognent d'être privés d'un roi qu'ils admiraient. Subtil s'efforce de les calmer tous. Il fait circuler la rumeur que c'est Sire Vérité qui a négocié avec les Kurdas cette fois. On devrait enfermer ceux qui avaleront cette histoire. Mais ils sont venus regarder Sire Vérité sous un nouveau jour, en se demandant si ce sera lui le prochain roi, et quand, et quel genre de roi il fera. À tout plaquer comme ça pour aller habiter à Flétry-Bois, Sire Chevalerie a mis tous les duchés en émoi, pire qu'une ruche qui vient de prendre un coup de bâton. Buric leva les yeux du regard sérieux de Fouineau. « Eh bien, Fitz, je crois bien que tu en as eu un aperçu aujourd'hui. Tu sais que tu as fichu une sacrée frousse à ce pauvre cob à te cavaler comme ça. Maintenant, dis-moi, es-tu blessé? Est-ce qu'on t'a maltraité? J'aurais dû me douter qu'il y en aurait pour te faire retomber tout ce tintouin sur le dos. Allez, viens par ici. Viens. » Comme j'hésitais, il se dirigea vers une paillasse faite de couvertures superposées, près de la cheminée, et la tapota pour m'inviter à m'y installer. « Regarde, il y a un lit tout prêt pour toi, et du pain et de la viande sur la table pour tous les deux. » Je pris alors conscience de la présence d'une écuelle recouverte sur la table. De la viande, me confirmèrent les sens de Fouineau, et soudain plus rien d'autre ne compta que ce fumet. Buric éclata de rire en nous voyant nous ruer sur la table, et approuva sans rien dire ma façon de donner sa part à Fouineau, avant de me caler les mâchoires. Nous dévorâmes tout notre soûl, car Buric n'avait pas sous-estimé la faim qui pourrait tarauder un jeune chien et un enfant après leur mésaventure de la journée. Et puis, malgré notre sieste de l'après-midi, les couvertures nous parurent soudain extraordinairement attirantes. Le ventre plein, nous nous roulâmes en boule et nous endormîmes, le dos cuit par les flammes. À notre réveil le lendemain, le soleil était haut dans le ciel, et Buric déjà parti. Fouineau et moi finîmes le talon du pain de la veille, et nettoyâmes les os de la moindre parcelle de viande avant de quitter les quartiers de Buric.
Personne ne nous interpella, ni ne parut nous remarquer. Au dehors, une nouvelle journée d'agitation avait commencé. La forteresse était, si la chose est possible, encore plus bondée qu'avant. La foule soulevait la poussière, et les voix mêlées couvraient le bruissement du vent et le murmure plus lointain des vagues. Fouineau s'imbibait de l'atmosphère, de chaque odeur, de chaque spectacle, de chaque bruit. Les sensations de Fouineau passaient en moi et, jointes aux miennes, me faisaient tourner la tête. Tout en me promenant, je captais des bribes de conversation et finis par comprendre que notre arrivée avait coïncidé avec un rite printanier de rassemblement et de réjouissance. L'abdication de chevalerie demeurait le principal sujet de bavardage, mais cela n'empêchait pas les marionnettistes et les jongleurs de faire de chaque recoin une scène pour leur bouffonnerie. Un spectacle au moins de marionnettes avait intégré la disgrâce de chevalerie à une comédie paillarde, et, spectateur anonyme, je me creusais la cervelle pour décrypter un dialogue où il était question de semer dans les champs des voisins, ce qui faisait hurler de rire les grandes personnes. Mais bien vite la cohue et le brouhaha nous devinrent insupportables, et je fis comprendre à Fouineau que je souhaitais m'en éloigner. Nous quittâmes donc la forteresse par la porte ouverte dans l'épaisse muraille, devant les gardes occupés à compter fleurettes aux fêtardes qui passaient. À leurs yeux, un petit garçon et son chien s'en allant à la suite d'une famille de poissonniers n'offraient aucun intérêt. Sans meilleur sujet de distraction en vue, nous suivîmes la famille par les rues sinueuses en direction de Bourg-de-Castelserre. Nous nous laissâmes peu à peu distancer, car chaque nouvelle odeur exigeait de la part de Fouineau un examen, puis un jet d'urine au coin de la rue, et nous finîmes par nous retrouver seuls, aérés dans la ville. Il faisait froid et venteux à Castelserre alors. Le pavé des rues escarpées et tortueuses branlait et se déchaussait sous le poids des charrois. Le vent cinglait mes narines d'enfant étranger. Effluves d'algues échouées et tripes de poissons, tandis que les lamentations des mouettes et autres oiseaux de mer enveloppaient d'une mélodie surnaturelle le susurrement cadencé des vagues. Agrippé aux falaises de rocs noirs, le bourg évoquait les arapèdes et les bernacles accrochés aux piles et aux quais qui s'avançaient dans la baie. Les maisons étaient en pierre et en bois. Les plus élaborées de ces dernières s'élevaient plus haut et s'enfonçaient plus loin dans la face rocheuse. La ville était relativement silencieuse comparée au fort, au-dessus, plein du tintamarre de la foule en liesse. Ni Fouineau ni moi n'avions assez de jugeote ni d'expérience pour savoir que la ville portuaire n'était pas un lieu de promenade idéal pour un gamin de 6 ans et un petit chien. Nous explorions avec ardeur, descendant la rue des Boulangers, la narine palpitante, traversant un marché quasi désert pour enfin longer les entrepôts et les hangars à bateaux qui signalaient le niveau le plus bas du bourg. L'eau était tout près, et nous foulâmes le bois des jetées autant que le sable et la pierre. Les affaires se poursuivaient là comme d'habitude, insensibles ou presque à l'ambiance carnavalesque qui régnait au fort. Les navires à ponte et déchargent selon le bon vouloir des marées, et ceux qui pêchent pour vivre obéissent aux horaires des créatures à nageoires, non à ceux des hommes. Nous rencontrâmes bientôt des enfants, certains occupés aux menues tâches du métier de leurs parents, mais d'autres désœuvrés comme nous. Je fis aisément connaissance avec eux, avec un minimum de présentation et autres politesses propres aux adultes. La plupart étaient plus grands que moi, mais quelques-uns avaient mon âge ou moins. Aucun ne parut trouver curieux de me voir ainsi errer tout seul. On me montra les points intéressants de la ville, y compris le cadavre gonflé d'une vache rejetée par la dernière marée. Nous allâmes voir des bateaux de pêche en cours de construction, dans un bassin parsemé de copeaux tire-bouchonnés et de bavures de pois à l'odeur entêtante. Un fumoir à poissons étourdiment laissé sans surveillance fournit le repas de midi à la demi-douzaine que nous étions. Si les enfants que j'accompagnais étaient plus dépenaillés et turbulents que ceux que nous croisions, attelés à leurs tâches, je n'y pris pas garde. Et si l'on m'avait dit que je déambulais aux côtés de petits mendiants interdits d'accès à la forteresse à cause de leurs doigts trop vagabonds, j'aurais été scandalisé. Tout ce que je savais à ce moment, c'est que je jouissais enfin d'une journée agréable et animée, pleine d'endroits à visiter et de choses à faire. Certains parmi les enfants, plus grands et plus chahuteurs que les autres, seraient volontiers tombés sur le dos du nouveau venu si Fouineau n'avait pas été là, et n'avait pas montré les dents à la première bousculade un peu agressive. Mais comme je ne manifestais aucune envie de défier leur autorité, ils m'autorisèrent à les suivre. Je fus impressionné, comme il convient, par tous leurs secrets,
et j'oserais dire qu'à la fin de ce long après-midi, je connaissais mieux le quartier des hérités de la ville que bien des gens qui avaient grandi juste au-dessus. On ne me demanda pas comment je m'appelais. On me baptisa tout bonnement le Nouveau. Les autres portaient des noms simples, tels Dirk ou Kerry, ou plus descriptifs, comme Pic-Filet ou Brispif. La propriétaire de ce dernier aurait pu être une jolie petite fille en d'autres circonstances. D'un an ou deux plus âgée que moi, elle avait son franc-parler et l'esprit vif. Devant moi, elle eut une dispute avec un grand de 12 ans, mais ne montra aucune crainte de ses poings, et ses sarcasmes acérés eurent au fait de mettre les rieurs de son côté. Elle prit sa victoire avec grand calme, et sa force de caractère me laissa plein de révérence. Mais son visage et ses bras maigres s'ornaient d'échymoses aux teintes violettes, bleues et jaunes, tandis qu'une croûte de sang séché sous une oreille démentait son surnom. N'importe. Brispif était pleine de vie, avec une voix plus aiguë que le cri des mouettes qui tournoyaient au-dessus de nous. La fin d'après-midi nous trouva Kerry, Brispif et moi, assis sur une grève de galets par-delà les étendoirs des repriseurs de filets, et Brispif m'enseignait à fureter dans les rochers pour trouver les lustrons qui s'y cramponnaient. Elle les décrochait habilement à l'aide d'un bâton taillé en pointe, et me montrait comment extirper de leurs coquilles les résidents fort agréables à mâcher lorsqu'une autre fille nous appela. Avec son manteau bleu tout propre, que le vent soulevait, et ses chaussures en cuir, elle n'était manifestement pas du même milieu que mes compagnons. Elle ne se joignit d'ailleurs pas à notre récolte, et s'approcha seulement pour crier « Molly, Molly, il te cherche partout. Il s'est réveillé presque dessoulé il y a 1 heure et il s'est mis à te traiter de tous les noms en voyant que tu avais disparu et que le feu était éteint. » Une expression de défi mêlée de peur passa sur les traits de Brispif. « Sauve-toi, Kidne, mais emporte mes remerciements avec toi. Je ne t'oublierai pas la prochaine fois que la marée découvrira les bancs de crabes d'algues. » Kidne inclina brièvement la tête et fit aussitôt demi-tour d'un pas vif. « Tu as des ennuis ?» demandai-je à Brispif, en voyant qu'elle ne reprenait pas la récolte des lustrons. « Des ennuis ?» Elle fit une moue dédaigneuse. « Ça dépend. Si mon père arrive à ne rien boire avant de me mettre la main dessus, je risque d'en avoir quelques-uns. Mais il y a toutes les chances qu'il soit tellement bourré ce soir qu'il ne pourra même plus viser. Toutes les chances !» répéta-t-elle fermement, pour faire taire les doutes que Kerry s'apprêtait à émettre. Et là-dessus, elle revint à la plage de galets et à notre chasse aux lustrons. Nous étions accroupis à observer une créature grisâtre et polypode que nous avions trouvée coincée dans une flaque laissée par la marée, quand le crissement de grosses bottes sur les galets incrustés de bernacles nous fit lever la tête. Avec un cri, Kerry prit la fuite sans même se retourner. Fouineau et moi bondîmes en arrière, et le chiot se colla contre moi, montrant bravement les crocs, mais le ventre lâchement caressé par le bout de sa queue. Quant à Molly Brispif, ou bien elle manqua de vivacité, ou bien elle s'était déjà résignée à ce qui allait suivre. Quoi qu'il en fût, un grand escogriffe lui appliqua une taloche sur le côté du crâne. Le nez rougeoyant, il était maigre comme un clou, si bien que son poing était comme un nœud au bout de son bras décharné, mais la force du coup suffit néanmoins à envoyer Molly s'étaler à plat ventre. Les bernacles entaillèrent ses genoux rougis par le vent, et lorsqu'elle s'écarta à 4 pattes pour éviter un coup de pied maladroit, je fis la grimace en voyant ses coupures toutes fraîches pleines de sable salé. « Espèce de petit serpent perfide! Est-ce que je t'avais pas dit de t'occuper du trempage? Et je te retrouve en train de farfouiller sur la plage, avec tout le suif figé dans la marmite. On va nous demander d'autres bougies à la forteresse ce soir. Et qu'est-ce que je vais leur vendre, moi, hein? Les 3 douzaines que j'ai préparées ce matin. C'est tout ce que j'ai pu faire avec ce que tu m'avais laissé comme mèche, vieille ivrogne. » Molly se releva et fit bravement front, malgré ses yeux brillants de larmes. « Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je brûle tout le bois pour empêcher le suif de figer? On n'aurait plus rien eu pour chauffer la bouilloire quand tu m'aurais enfin donné de la mèche. » L'homme tituba sous une rafale de vent qui nous apporta une bouffée de son fumet. Sueur et bière, m'informa prudemment Fouineau. Un instant, l'homme eut une expression de regret, mais son estomac instable et sa migraine l'endurcirent à nouveau. Il se pencha soudain et s'empara d'une branche blanchie par son séjour dans la mer. « Je t'interdis de me parler sur ce ton, petite mal élevée. Ah, je te trouve sur la plage avec tes petits clochards à faire, elle sait quoi. Encore à voler dans les fumoirs, je parie, et à me faire honte. Et c'est seulement de te sauver, et t'en auras 2 fois plus quand je t'aurai attrapé. » Elle dut le croire,
car elle ne fit que se replier sur elle-même quand il s'avança vers elle, ses bras maigres levés pour se protéger la tête. Puis, comme si elle se ravisait, elle se cacha seulement le visage dans les mains. Je restais pétrifié d'horreur, tandis que Fouineau, percevant ma terreur, se mettait à glapir en urinant sous lui. J'entendis le sifflement du bout de bois qui s'abattait. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, et je poussai l'homme. Curieusement, je sentis la force jaillir de mon ventre. Il tomba comme était tombé l'homme au Tonnelet la veille. Mais celui-là s'effondra en s'agrippant le cœur, et son arme s'envola en tournoyant, inoffensive. Il chut sur le sable, fut pris d'un spasme qui lui convulsa tout le corps, puis demeura inerte. Un instant plus tard, Molly rouvrit les yeux, toujours recroquevillée dans l'attente du coup. Elle vit son père affalé sur la grève rocheuse, et la stupéfaction se peignit sur ses traits. D'un bond, elle fut auprès de lui et cria « Papa, papa, tu vas bien? Je t'en prie, ne meurs pas. Je regrette d'avoir été méchante. Ne meurs pas. Je serai sage, je te le promets. Je me conduirai comme il faut. » Sans se préoccuper de ses plaies, elle s'agenouilla, lui tourna le visage afin de lui dégager la bouche du sable, puis essaya vainement de le redresser. « Il allait te tuer, » lui dis-je en essayant de comprendre ce qui se passait. « Non, il me tape quelquefois quand je suis méchante, mais il ne me tuerait jamais. Et quand il n'a pas bu et qu'il n'est pas malade, il en pleure, et il me supplie de ne pas être trop méchante pour ne pas le mettre en colère. Oh, le nouveau, je crois bien qu'il est mort. » Personnellement, je l'ignorais, mais un instant plus tard, il poussait un gémissement à fendre l'âme, et il entr'ouvrit les yeux. La crise semblait passer. Hagard, il écouta les reproches que s'adressa Molly, puis accepta son aide empressée, ainsi que la mienne, moins spontanée. Il s'appuya sur nous pour remonter la grève aux galets inégaux. Fouineau nous suivit en aboyant et en décrivant des cercles autour de nous. Les rares passants qui nous croisèrent ne nous prêtèrent aucune attention. Je supposais que le spectacle de Molly ramenant son papa à la maison n'avait rien d'original à leurs yeux. Avec Molly qui se répandait en excuses entrecoupées de reniflements à chaque pas, je les accompagnai jusqu'à la porte d'une petite chandellerie. Je les laissai là, et Fouineau et moi rebroussâmes chemin par les rues venteuses et la route pentue jusqu'à la forteresse, la tête pleine de questions sur les bizarreries des gens. Ayant découvert la ville et les petits vagabonds, je me sentis chaque jour attiré par eux comme par un aimant. Les journées de Burick étaient tout entières occupées par ces diverses tâches, et ces soirées par les beuveries et les réjouissances de la fête du printemps. Il ne se souciait guère de mes allées et venues du moment qu'il me retrouvait chaque soir sur ma paillasse devant l'âtre. Pour être franc, je crois qu'il ne savait pas très bien quoi faire de moi, en dehors de veiller à ce que je mange bien pour m'assurer une bonne croissance, et à ce que, la nuit, je dorme en sécurité derrière les portes. Ce devait être une période difficile pour lui. Il était au service de chevalerie et maintenant que ces derniers s'étaient disgraciés lui-même, qu'allait-il devenir? Il devait en être obsédé. Et puis, il y avait sa jambe. Malgré son savoir en matière de cataplasme et d'emplâtre, il n'arrivait apparemment pas à obtenir sur lui-même la guérison qu'il procurait si facilement à ses bêtes. Une fois ou deux, j'aperçus sa blessure découverte et frémis en voyant l'entaille déchiquetée qui refusait de cicatriser et demeurait suppurante et boursouflée. Au début, Burick la maudissait franchement. Puis, les dents serrées, le visage fermé, il la nettoyait et refaisait son pansement. Mais les jours passant, son visage n'exprima plus qu'un désespoir dégoûté. La plaie finit tout de même par se refermer, mais la cicatrice noueuse qu'il en garda lui déforma la jambe et alourdit sa démarche. Pas étonnant dans ces conditions qu'il n'eût guère la tête à s'occuper d'un petit bâtard confié à sa garde. Je courais donc librement, comme seuls peuvent le faire les petits enfants, passant inaperçus la plupart du temps. À la fin de la fête du printemps, les gardes en faction à la porte d'entrée s'étaient habitués à me voir aller et venir quotidiennement. Ils me prenaient sans doute pour un coursier, car la forteresse en employait beaucoup, à peine plus âgés que moi. J'appris à chaparder dans les cuisines dès l'aube, et en quantité suffisante pour nous assurer, à Fouineau et à moi, de copieux petits déjeuners. Je passais un certain temps chaque jour à grappiller à droite et à gauche, quignons brûlés chez les boulangers, lustrons et algues sur la plage,
poissons fumés dans les séchoirs laissés sans surveillance. Le plus souvent, Molly Brispiff m'accompagnait. Je vis rarement son père l'abattre après cette première fois. La plupart du temps, il était trop saoul pour l'attraper, ou dans le cas contraire pour mettre ses menaces à exécution. Je ne repensais guère à ce que j'avais fait ce jour-là, sinon pour me féliciter que Molly ne se fût pas rendu compte de ma responsabilité. Pour moi, la ville devint le monde entier, et la forteresse, un simple logement où dormir. C'était l'été, saison merveilleuse dans un port. Où que j'aille régnait une activité bourdonnante. Des marchandises arrivaient des duchés de l'intérieur par le fleuve Cer, sur des chalands manœuvrés par des bateliers en nage. En homme de métier, il parlait de hauts fonds, de barres de sable, de repères, des crues et des crues des eaux du fleuve. Leurs cargaisons étaient transportées dans des boutiques ou des entrepôts du bourg avant de redescendre sur les quais pour y être chargées dans les cales des navires maritimes. Les marins qui les équipaient avaient toujours le juron à la bouche et se moquaient des bateliers et de leur façon de l'intérieur. Ils parlaient de marées, de tempêtes et de nuits où même les étoiles ne pouvaient montrer le bout de leur nez pour les guider. Les pêcheurs aussi s'amarraient au quai de Castelserre, et c'étaient les plus sympathiques de tous, du moins quand le poisson ne manquait pas. Kéry m'enseigna les quais et les tavernes, et comment, en ayant le pied agile, on pouvait se faire 3 ou même 5 sous par jour en portant des messages par les rues escarpées de la ville. Nous nous trouvions très malins et hardis de couper ainsi l'herbe sous le pied aux garçons plus âgés qui demandaient 2 sous, voire davantage pour une seule course. Je ne crois pas avoir jamais fait preuve de plus de courage qu'à cette époque. En fermant les yeux, je sens encore les odeurs de ces jours épiques. Étoupes, goudrons et copeaux de bois des cales sèches, où les charpentiers maniaient, plânes et maillaient, fumée suave du poisson tout frais pêché, odeur méphitique de la marée qui attend depuis trop longtemps par une journée torride. Les stères de bois au soleil ajoutaient leurs notes particulières au parfum des tonneaux de chêne, remplis d'eau-de-vie moelleuse de bord du sable. Des gerbes de foin fébrifuges, attendant d'assainir un coqueron, mêlaient leur senteur à celle qu'exhalaient des cajots de melon durs. Et toutes ces fragrances tournoyaient dans le vent venu de la baie, assaisonné de sel et d'iode. Avec son flair aigu qui battait à plate couture mes sens rudimentaires, Fouineau attirait mon attention sur tout ce qu'il reniflait. On nous envoyait souvent, Kéry et moi, chercher un navigateur parti dire au revoir à son épouse, ou porter un échantillon d'épices à tel ou tel acheteur. L'officier de port nous dépêchait parfois pour prévenir un équipage qu'un imbécile avait fixé les amarres de travers et que la marée allait laisser le navire sur le sec. Mais les courses que je préférais, c'étaient celles qui nous emmenaient dans des tavernes. C'est là que les conteurs et les colporteurs de ragots exerçaient leur art. Les premiers racontaient des histoires classiques, voyages d'exploration, équipages qui bravaient de terribles tempêtes, capitaines insensés qui menaient leurs navires et tous leurs hommes à leur perte. J'appris par cœur nombre de ces récits traditionnels, mais ceux qui me touchaient le plus, je les entendais non pas de la bouche des conteurs professionnels, mais des marins eux-mêmes. Là, il ne s'agissait plus d'histoires narrées au coin du feu pour le bénéfice de tous, mais de mise en garde et de nouvelles que les hommes s'échangeaient entre équipages autour d'une bouteille d'eau-de-vie ou d'une miche de pain de pollen jaune. Ils parlaient des prises qu'ils avaient faites, de filets si pleins qu'ils menaçaient de couler le bateau, ou de créatures et de poissons fabuleux entrevus seulement dans le reflet de la pleine lune lorsqu'ils coupent le sillage du navire. Il y avait des récits de villages mis à sac par les Outriliens, sur la côte autant que sur les îles éloignées de notre duché, et des histoires de pirates, de combats en mer et de vaisseaux réduits de l'intérieur par des marins infiltrés. Les plus passionnantes portaient sur les pirates rouges, des Outriliens qui se livraient à la fois au pillage sur terre et à la piraterie sur mer, qui attaquaient non seulement nos bateaux et nos cités, mais également d'autres bâtiments outriliens. Certains haussaient les épaules à l'évocation des navires à la quille écarlate, et se moquaient de ceux qui parlaient de pirates outriliens s'en prenant à d'autres pirates. Mais Kéry, Fouineau et moi, nous installions sous les tables, adossés aux pieds, et nous écoutions, les yeux écarquillés, tout en grignotant des petits pains sucrés à 1 sou, les histoires de navires, à la quille rouge, aux vergues desquels pendaient une dizaine de corps, pas des cadavres, non, des hommes ligotés qui se balançaient en hurlant lorsque les mouettes venaient les lacérer à coups de bec. Nous buvions ces récits délicieusement terrifiants,
jusqu'à ce que même les tavernes les plus étouffantes nous paraissent glacées. Et alors, nous retournions en courant sur les quais pour gagner un nouveau sou. Une fois, Kéry, Molly et moi construisîmes un radeau en bois flotté, puis nous nous promenâmes sous les quais en le dirigeant à l'aide de perches. Nous le laissâmes amarrer là, et lorsque la marée monta, il défonça toute une section de ponton et endommagea 2 embarcations. Pendant des jours, nous tremblâmes qu'on découvrît en nous les coupables. Un autre jour, le patron d'une taverne flanqua une taloche à Kéry en nous accusant tous deux de vol. Notre vengeance consista à coincer un hareng bien avancé sous les supports de ses dessus de table. Le poisson pourri se mit à puer et engendra des mouches pendant des jours avant qu'il ne mette la main dessus. J'acquis les rudiments de quelques métiers durant mes errances. Comment acheter le poisson, réparer les filets, construire un bateau et flâner. J'en appris davantage encore sur la nature humaine. Je devins prompt à juger qui paierait le sou promis pour la délivrance d'un message, et qui me rirait au nez quand je viendrais réclamer ma récompense. Je savais auprès de quel boulanger aller mendier, et quelles boutiques étaient les plus propices au chapardage. Et Fouineau partageait toutes mes expériences, si liées à moi désormais, que je séparais rarement tout à fait mon esprit du sien. Je me servais de son nez, de ses yeux, et de ses mâchoires aussi spontanément que des miens, et jamais je n'y vis la moindre étrangeté. Ainsi s'écoula la plus grande partie de l'été. Mais un jour où le soleil flottait dans un ciel plus bleu que la mer, ma bonne fortune finit par s'évanouir. Molly, Kéry et moi venions de chipper sur un fumoir un beau chapelet de saucisses de foie, et nous nous enfuyions dans la rue, le propriétaire légitime à nos trousses. Fouineau nous suivait, comme toujours. Les autres enfants avaient fini par l'accepter comme une extension de moi-même. Je ne crois pas qu'il leur fût jamais venu à l'idée de s'étonner de notre unicité d'esprit. Nous étions le nouveau et Fouineau, et ils ne voyaient sans doute qu'un truc très commode dans le fait que Fouineau sût toujours où se placer avant même que je lui balance une bonne prise. Nous étions donc 4 à détaler dans la rue, et à faire voyager les saucisses de nos mains douteuses à nos mâchoires affamées, tandis que le charcutier beuglant s'essoufflait derrière nous en une vaine poursuite. C'est alors que Burick sortit d'une échoppe. Je me dirigeais droit sur lui. Nous nous reconnûmes, effarés l'un et l'autre. L'expression sinistre qui apparut ensuite sur ses traits ne me laissa aucun doute sur la conduite à tenir. « Sauve-toi » me dis-je, éperdu, et j'esquivais ses mains tendues, pour m'apercevoir aussitôt, sidéré, que je m'étais jeté dans ses bras. Je n'aime pas me rappeler la suite. Je reçus une solide volée de taloches, non seulement de Burick, mais aussi du propriétaire des saucisses, hors de lui. À part Fouineau, mes camarades voleurs s'étaient tous évaporés dans les recoins sombres de la rue. Le chiot offrit son ventre à Burick pour se faire battre et gronder. Au martyr, je regardais Burick sortir des pièces de sa bourse pour payer le charcutier. Lorsque ce dernier fut parti, et que la petite foule venue assister à ma déconfiture se fut dispersée, il me lâcha enfin. Je m'étonnais du regard dégoûté qu'il posait sur moi. Avec une dernière claque sur l'arrière du crâne, il m'ordonna « À la maison, tout de suite !» Nous rentrâmes donc, Fouineau et moi, et plus rapidement que jamais. Nous retrouvâmes notre paillasse devant l'âtre, et attendîmes là, le cœur en émoi. Et l'attente dura, tout le long après-midi et le début de la soirée. Nous avions faim tous les deux, mais nous nous gardâmes bien de bouger. Il y avait dans l'expression de Burick quelque chose de plus effrayant encore que la colère du papa de Molly. Quand il arriva enfin, la nuit était tombée depuis longtemps. Nous entendîmes ses pas dans l'escalier, et je n'eus pas besoin des sens affûtés de Fouineau pour savoir qu'il avait bu. Nous nous fîmes tout petits lorsqu'il pénétra dans la chambre ombreuse. Il avait la respiration lourde, et il mit plus de temps que d'habitude pour allumer plusieurs bougies à la première qu'il avait embrasée. Cela fait, il se laissa tomber sur un banc, et nous regarda tous les deux. Fouineau se mit à geindre, et chut sur le flanc dans une pose suppliante. Je mourais d'envie de l'imiter, mais me contentais de lever vers Burick des yeux angoissés. Au bout d'un moment, il parla. « Fitz, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Le sang des rois coule dans tes veines, et tu vas courir les rues avec des mendiants et des voleurs. Tu vis en meute, comme un animal ?» Je restai muet.
Et je suis aussi coupable que toi, j'imagine. Allons, viens ici. Viens, mon garçon. Je me risquais à faire un pas ou deux. Je n'osais pas davantage. Mon attitude circonspecte lui fit froncer les sourcils. « Tu as mal quelque part ?» Je fis non de la tête. « Alors viens ici. » J'hésitais, et Fouineau se mit à gémir dans les affres de l'indécision. Burick lui jeta un regard perplexe. Je percevais presque les rouages de son esprit, qui tournait dans une brume alcoolique. Ses yeux allèrent du chiot à moi, puis une expression révoltée se répandit sur ses traits. Il secoua la tête. Lentement, il se leva et s'éloigna de la table en ménageant sa jambe malade. Dans un coin, un assortiment d'objets poussiéreux s'alignait sur des étagères. Burick leva lourdement un bras, et en saisit un, fait de bois et de cuir raidi par le manque d'usage. Il l'agita, et la courte lanière claqua sur sa cuisse. « Tu sais ce que c'est, petit ?» demanda-t-il doucement, d'un ton affable. Je fis non de la tête, sans rien dire. « Un fouet à chien. » Je le regardais, l'œil inexpressif. Rien dans mon expérience, ni dans celle de Fouineau, ne me disait comment réagir à cette déclaration. Il dut percevoir mon désarroi. Il sourit d'un air engageant et son ton demeura bienveillant, mais je perçus une dissimulation, quelque chose qui attendait, tapi sous ses manières aimables. « C'est un outil, Fitz, un instrument d'éducation. Quand tu tombes sur un chiot qui n'écoute pas, quand tu lui dis « Viens ici » et qu'il refuse de venir, eh bien, après quelques bonnes cinglures de ce truc, il apprend à écouter et à obéir du premier coup. Rien de tel que quelques petites balafres pour apprendre à un chiot à faire attention. » Sans quitter son ton dégagé, il abaissa le fouet et fit danser légèrement la mèche sur le sol. Ni Fouineau ni moi ne pouvions en détourner les yeux. Et lorsque Burick jeta brusquement l'objet en direction de Fouineau, le chiot recula d'un bond, avec un glapissement de terreur, et courut se pelotonner derrière moi. Alors Burick se laissa lentement retomber sur le banc, et se couvrit les yeux, plié en deux devant le feu. « Oh, Eda !» murmura-t-il, entre jurons et prières. « Je le soupçonnais, je le devinais en vous voyant courir ensemble comme ça, mais maudits soient les yeux d'elle. Je voulais me tromper, je voulais me tromper. Je n'ai jamais touché un chiot de toute ma vie avec cette saloperie. » Fouineau n'avait aucune raison d'en avoir peur, sauf si vous partagiez votre esprit. Quel qu'eût été le danger, je sentis qu'il était passé. Je m'assis à côté de Fouineau, qui s'installa à croupeton sur mes genoux, et me donna des coups de museau, inquiets, dans les joues. Je le calmai en lui conseillant d'attendre simplement la suite. Petit garçon et petit chien ensemble. Nous restâmes donc à contempler Burick, toujours immobile. Quand il releva enfin le visage, je fus abasourdi. On aurait dit qu'il venait de pleurer. Comme ma mère, pensai-je. Mais, bizarrement, je suis aujourd'hui incapable de me la rappeler en train de verser des larmes. Je ne revois que le visage ravagé de Burick. « Fitz, mon garçon, viens » dit-il à mi-voix, et cette fois il y avait quelque chose dans sa voix qui m'interdit de lui désobéir. Je me levai et m'approchai, Fouineau sur mes talons. « Non » ordonna-t-il au chiot en montrant du doigt le sol près de sa botte. Mais moi, il m'installa sur le banc à côté de lui. « Fitz » fit-il, puis il s'interrompit. Il inspira profondément et recommença. « Fitz, ce n'est pas bien. C'est mal, très mal ce que tu fais avec ce chien. C'est contre nature. C'est pire que voler ou mentir. Ça rabaisse un homme en dessous de son rang d'homme. Tu comprends ?» Je lui adressai un regard déconcerté. Il soupira et essaya de nouveau. « Petit, tu es de sang royal. Bâtard ou pas, tu es le fils de chevalerie, de l'ancienne lignée. Et ça, ce que tu fais, c'est mal. Ce n'est pas digne de toi. Tu comprends ?» Je fis non de la tête. « Tiens, voilà, tu ne dis plus rien. Parle-moi. Qui t'a appris à faire ça ?» Je fis un effort. « À faire quoi ?»
Ma voix me parut rauque et grinçante. Burick écarquilla les yeux. Je perçus l'énergie qu'il mit à se contrôler. Tu sais de quoi je parle. Qui t'a appris à être avec ce chien, dans son esprit, à voir par ses yeux, à le laisser voir par les tiens, à vous raconter des trucs. Je réfléchis un moment. Ouais, c'était bien ce qui se passait. Personne, répondis-je enfin. Ça s'est trouvé comme ça. On est souvent ensemble, ajoutai-je en guise d'explication. Burick me regarda d'un air grave. Tu ne parles pas comme un gosse, observa-t-il soudain. Mais il paraît que c'était toujours comme ça, pour ceux qui avaient le vif d'autrefois. Que dès le début, ce n'était jamais vraiment des gosses. Ils en savaient toujours trop, et en grandissant, ils en apprenaient encore plus. C'est pour ça que, dans l'ancien temps, ce n'était pas un crime de les chasser et de les brûler. Tu comprends ce que je dis, Fitz? Je fis signe que non, et comme il fronçait les sourcils devant mon silence, me forçait à ajouter. Mais j'essaie. C'est quoi le vif d'autrefois? Le visage de Burick exprima l'incrédulité, puis la suspicion. Dis donc, petit, s'exclama-t-il d'un ton menaçant, mais je continuai à le regarder d'un air interrogateur. Au bout d'un moment, il accepta la sincérité de mon ignorance. Le vif d'autrefois, fit-il d'une voix lente. Son visage s'assombrit, et il baissa les yeux sur ses mains, comme si un péché lointain lui revenait en mémoire. C'est le pouvoir du sang animal, comme l'art provient de la lignée des rois. Ça se présente comme un don, au début, qui permet de comprendre le langage des bêtes. Mais, d'un seul coup, ça t'attrape, et ça t'attire vers le bas, ça te transforme en bête, et finalement il ne reste plus une parcelle d'humanité en toi. Tu cours, tu donnes de la voix, et tu goûtes le sang, comme si tu n'avais jamais rien connu d'autre que la meute. À la fin, quand on te voit, on ne peut même plus imaginer que tu aies été un homme. À mesure qu'il parlait, sa voix n'avait cessé de baisser. Il ne m'avait pas regardé une seule fois, tourné vers le feu dont il contemplait les flammes dansantes. Il y en a qui disent qu'on prend une forme animale, à ce moment. Mais qu'on tue avec la passion d'un homme, et non avec la simple faim d'une bête. On tue pour tuer. C'est ça que tu veux, Fitz? Prendre le sang royal que tu portes et le noyer dans le sang de la curée? Mettre une bête parmi les bêtes, uniquement pour les connaissances que ça t'apporte? Et pire encore, pense à ce qui t'attend avant. Est-ce que tu as envie que l'odeur du sang te fasse chavirer l'humeur? Que la vue d'une proie ferme la porte de ta raison? Sa voix avait encore baissé, et j'y perçus l'écœurement qu'il ressentait à me poser ces questions. Est-ce que tu veux te réveiller en sueur et fiévreux, parce qu'une chienne du coin est en chaleur et que ton compagnon l'a senti? C'est le genre de savoir que tu as envie d'apporter dans le lit de ta dame? Je me fis tout petit. Je ne sais pas, dis-je à mi-voix. Il se tourna vers moi, outré. Tu ne sais pas, gronda-t-il. Je t'explique où ça va te mener, et tu dis que tu ne sais pas. J'avais la langue sèche, et Fouineau tremblait à mes pieds. Mais je ne sais pas, protestai-je. Comment est-ce que je peux savoir ce que je vais faire tant que je l'ai pas fait? Comment? Eh bien, si tu ne le sais pas, je vais te le dire, moi, rugit-il, et je perçus alors clairement le contrôle qu'il avait jusque-là exercé sur sa colère, et aussi tout ce qu'il avait bu ce soir-là. Le chien dégage et toi tu restes. Tu restes ici, sous ma garde, pour que je puisse te tenir à l'œil. Si Messire Chevalerie ne veut pas de moi près de lui, c'est bien le moins que je puisse faire pour lui. Je veillerai à ce que son fils devienne un homme, et pas un loup, même si on doit en crever tous les deux. Titubant, il quitta le banc pour saisir Fouineau par la peau du cou. Telle était du moins son intention, mais le chiot et moi l'évitâmes d'un bond. Nous nous ruâmes ensemble vers la porte, mais le verrou était mis et avant que j'aie pu le déclencher, Burick fut sur nous. De la botte,
Il écarta Fouineau. Moi, il m'attrapa par l'épaule et me propulsa loin de la porte. « Viens ici, Fouineau !» ordonna-t-il. Mais le chiot se réfugia près de moi. Le souffle court, debout, près de la porte, Burick nous regardait d'un œil noir, et je captais le grondement du courant profond de ses pensées, la fureur qui l'incitait à nous pulvériser tous les deux pour en finir une fois pour toutes. Une couche de sang-froid recouvrait ce courant, mais ce bref contact suffit à me terrifier, et lorsqu'il bondit sur nous, je le repoussai de toute la puissance de ma peur. Il tomba aussi abruptement qu'un oiseau cueilli en plein vol par une pierre, et resta un instant assis par terre, sans bouger. Je ramassai Fouineau et le serrai contre moi. Burick secoua lentement la tête comme pour s'ébrouer. Il se releva, nous dominant de toute sa taille. « Il a ça dans le sang », l'entendis-je marmotter. « C'est sa maudite mère, pas de quoi s'étonner. Mais il faut dresser ce gamin. » Puis les yeux plantés dans les miens. « Fitz, ne me refais plus jamais ça. Plus jamais. Maintenant, donne-moi ce chien. » Et il marcha de nouveau sur nous. En percevant le clapotement de sa fureur rentrer, je ne pus pas me contenir. Je le repoussai encore une fois. Mais là, ma défense se heurta à un mur qui me la renvoya violemment, si bien que je trébuchais et m'écroulais au bord de l'évanouissement, l'esprit écrasé par les ténèbres. Burick se pencha sur moi. « Je t'avais prévenu, » dit-il d'une voix basse, qui ressemblait au grondement d'un loup. Puis, pour la dernière fois, je sentis ses doigts saisir Fouineau par la peau du cou. Il souleva le chiot et l'emporta sans brutalité vers la porte. Il ouvrit rapidement le verrou qui m'avait fait obstacle, et quelques instants plus tard, j'entendis son pas lourd s'éloigner dans l'escalier. En quelques secondes, je me fus remis et me jetai contre la porte. Mais Burick avait dû la verrouiller de l'extérieur, car c'est en vain que je m'acharnais sur le loquet. Mon contact avec Fouineau se fit plus ténu à mesure qu'il s'en allait loin de moi, ne laissant en moi qu'une atroce solitude. Je gémis, puis hurlai en griffant la porte et en m'évertuant à le percevoir à nouveau. Il eut un brusque éclair de douleur écarlate, et Fouineau disparut. Sentant ses perceptions canines se diluer, je me mis à crier et à pleurer comme n'importe quel enfant de 6 ans, en martelant vainement de mes poings les planches épaisses de la porte. Il me sembla que des heures avaient passé quand Burick revint. J'entendis son pas, et je relevai le front du sol sur lequel j'étais étendu, pantelant, épuisé. Il ouvrit la porte et m'attrapa adroitement par le dos de ma chemise quand j'essayais de me faufiler dehors. Il me jeta au milieu de la pièce, puis claqua le battant et le reverrouilla. Sans un mot, je me précipitai contre le panneau de bois, et un gémissement me monta dans la gorge. Burick s'assit d'un air las. « Laisse tomber, mon garçon, » me conseilla-t-il, comme s'il était au courant de mes plans échevelés pour la prochaine fois où il me laisserait sortir. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et c'est bien dommage, parce qu'il était de bon sang. Sa lignée était presque aussi longue que la tienne. Mais je préfère perdre un matin qu'un homme. Voyant que je ne réagissais pas, il ajouta presque tendrement. « Cesse de penser à lui. Ça fait moins mal comme ça. » Mais je ne cessais pas. D'ailleurs, au ton qu'il avait employé, il ne l'espérait pas vraiment. Avec un soupir, il se prépara à se coucher. Sans ajouter un mot, il éteignit la lampe et s'allongea. Mais il ne dormit pas, et c'est bien avant l'aube qu'il me souleva du sol et m'installa dans le creux chaud que son corps avait laissé dans ses couvertures. Puis il sortit, et ne revint que quelques heures plus tard. Pour ma part, je demeurai éploré et fiévreux pendant plusieurs jours. Burick, ce me semble, prétendit que je souffrais d'une maladie infantile, et on me laissa tranquille. Des jours se passèrent encore avant qu'il m'autorise à quitter la chambre, et uniquement accompagné. Après cet épisode, Burick veilla soigneusement à ce que je n'ai jamais l'occasion de me lier à un autre animal. Il crut avoir réussi, j'en suis convaincu, et ce fut vrai, dans une certaine mesure, en ce sens que je ne tissais jamais un lien exclusif avec aucun chien, ni aucun cheval. Cependant,
Je ne me sentais pas protégé, mais confiné. Il était le gardien qui assurait mon isolement avec une ferveur fanatique. C'est à cette époque que la graine de la solitude absolue fut plantée en moi, et elle enfonça de profondes racines dans mon être.